Notre plaisir est grand, il est d'autant plus grand que nous vous savons très nombreux à attendre cette émission. Eh bien, c'est votre émission. Nous avons décidé de vous proposer encore une fois aujourd'hui un bon menu, un menu que vous allez apprécier de la première seconde à la toute dernière. Et notre équipe est au grand complet. Nous avons Olivier, nous avons Youssouf Sébastien, nous avons les deux Bill, il y en a deux ici, les deux Bill, nous avons Alfred, nous avons Stanley, une équipe vraiment au grand complet et c'est une équipe, une sélection africaine pour vous servir. Et puis sur notre plateau éclaté, nous avons également une équipe au grand complet rassemblée pour vous aujourd'hui et qui va certainement vous donner beaucoup d'informations, vous donner du plaisir, pourquoi pas, et faire en sorte que ce bon petit moment que nous passons ensemble reste gravé dans les cœurs et dans les esprits. Recevez nos salutations les plus chaleureuses et je commence déjà par saluer Axel. Axel, bonjour. Bonjour Georges, bonjour tout le monde. Axel a décidé aujourd'hui qu'on ne voit pas ses yeux. Y a-t-il une raison particulière? Je voulais changer de look. Changer de look. Et vous avez le droit. Aujourd'hui, c'est le week-end et on a le droit de se laisser un peu aller. Mais attention, n'oubliez pas, le coronavirus est là. Il faut en tenir compte quand on a envie de se laisser aller. Et on peut déjà l'annoncer, le dire, il y a une mesure qui n'est pas souvent prise en considération, dont on ne parle pas beaucoup. Il faut arrêter de se rendre visite. Que chacun reste chez lui. Bonjour Désirée Pulchéry, c'est notre renfort aujourd'hui. Elle va intervenir à partir de la ville balnéaire de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Bonjour Pulchéry. Bonjour à vous Georges, bonjour à Comment allez-vous? Je vais super bien. Alors vous nous rejoignez et nous vous recevons les bras ouverts. Et merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Oh, c'est moi qui remercie. C'est moi qui dis merci à la Belle TV et puis à vous. Alors, il faut dire qu'il pleut beaucoup en Côte d'Ivoire en ce moment. Il y a des inondations qui provoquent même des morts. Il pleut abondamment et oui, des morts. Nous sommes attristés en ce moment parce que depuis des jours, disons depuis le 18 juin dernier, la Côte d'Ivoire est vide. D'accord. On va en reparler. Zita, bonjour. Bonjour Georges. Comment que ça va? Ça va très bien. Zita, toute de blanc vêtue, une jupe rouge, n'est-ce pas? Avec un sourire, il faut sourire. Il faut sourire à la vie malgré les difficultés qui nous assaillent. Il faut pouvoir sourire à la vie et je crois qu'en souriant, on repousse comment on va dire ça, tout ce qui est complications, tout ce qui est difficulté. Marisa, bonjour. Tout à l'heure, je vous retrouve, mais permettez-moi de parler rapidement avec Carole. Carole, elle va intervenir tout à l'heure, mais Carole nous avait dit la semaine dernière que le Cameroun était en deuil, avait perdu deux grands artistes et nous avions fait la promesse de proposer pendant cette émission au moins l'un de ces artistes. Et nous avons décidé aujourd'hui de tenir cette promesse en ouvrant cette émission avec cette chanteuse toute chaleureuse, malheureusement qui nous a quittés, c'est Maman Guéa. De décembre, annonçait la rupture de notre amour. Voilà, Maman Guéa s'en est allée, mais nous restons bien en contact avec elle par le biais du patrimoine qu'elle a laissé, c'est-à-dire les différents morceaux de musique qu'elle a laissés. Et quand on parle de la mort de Maman Guéa, on est énervé, voilà, il faut pouvoir le dire de cette façon. On est énervé face à l'indifférence, face à la méchanceté qui ont frappé cette dame à un moment qui a été malade pendant longtemps, qui a demandé qu'on lui vienne en aide et malheureusement, eh bien, son appel à l'aide est tombé dans des oreilles de sourds et même le ministère de la Culture du Cameroun n'a pas su réagir au bon moment. Carole, bonjour. Bonjour Georges. Comment ça va?
Ça va bien, merci. Et vous? Alors, j'étais en train d'exprimer une certaine colère devant l'indifférence et la méchanceté des autorités, surtout culturelles, du ministère de la Culture camerounais face à la maladie qu'a endurée Maman Guéa. Bien sûr, Maman Guéa est malade depuis près de 5 ans. Elle souffrait de diabète. Et au fil des années, elle a eu donc à faire face aux conséquences de cette maladie-là. Vous connaissez les conséquences du diabète. Elle en est arrivée il y a 2 mois, il y a quelques mois, à ne plus avoir ses 2 jambes. Donc, elle a été amputée d'abord d'une jambe. Après son appel à l'aide sur les réseaux sociaux, elle est passée par Facebook pour appeler les Camerounais, les hommes de bonne volonté, la diaspora et tout ce beau monde, à tous ceux qui ont la main sur le cœur, de lui venir en aide pour se faire opérer. C'est ce qu'elle disait, qu'il fallait qu'elle se fasse opérer. Le temps que la vidéo fasse son chemin sur les réseaux sociaux et que les hommes de bonne volonté se mobilisent, D'accord. Alors, elle a été mise à l'hôpital et voilà, et il s'en est suivi donc des complications. Elle est même rentrée à la maison un moment parce qu'on se disait que ça va mieux jusqu'à sa mort. ok. Alors, Carole, si là on s'adresse directement aux autorités, hein, il n'y a pas que les autorités camerounaises, dans tous les pays africains c'est toujours le même refrain, les artistes sont mal gérés et si l'on a du mal à leur venir en aide quand ils en ont besoin, eh bien il faut mettre en place tout ce qu'il y a comme dispositif légal pour qu'ils puissent vivre de leur art, notamment au niveau des droits d'auteur. Merci Carole, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Comment s'est passée votre semaine? Quel est le fait le plus marquant? Hein? Comment? Dans les cancans. J'étais dans la poubelle des cancans. D'accord. Ok. Alors, on continue de faire... C'est l'actualité, on appelle ça ici chez nous le Congo-ça. Le Congo-ça. Donc, à part le commérage, quoi. À part... ok. Les commérages, Congo-ça, Kwakwato... à part l'actualité sur la Covid-19, voilà, c'est le Congo-ça, le cancan qui a fait rage au Cameroun cette semaine. D'accord. Alors, je continue de faire le tour rapidement. Axel, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Une loi qui a été votée par l'Assemblée nationale. Ici au Gabon? Oui. Laquelle loi? C'était la dépénalisation de l'homosexualité. Ah, la fameuse dépénalisation de l'homo... Ça fait beaucoup de bruit, beaucoup de personnes ont réagi. Ah oui, ça fait beaucoup de boucan. Les gens ont manifesté, certains ont été arrêtés, oui. Alors, je crois que l'Assemblée nationale a voté la loi. Le Sénat a dit quoi? A rejeté la loi. A dit OK aussi? Non. Le Sénat a rejeté. OK. Alors, Zita, qu'est-ce qui vous a marqué, vous? Je crois que, étant donné que nous sommes au Gabon, c'est la même chose. La même chose? La même chose, la même loi. Pourquoi vous êtes comme ça, comme si nous étions au CP2, là, les bras croisés comme ça? Oui, c'est un style. Non. Pourquoi? Non, non. Zita serait une rebelle? Je suis pas rebelle. Allez, ouvrez les bras. Cette émission n'est pas coincée du tout. Marisa? Georges. Comment que ça va? Je vais très bien, Georges. Et vous? Moi, ça va très bien. Si ça va chez vous, ça va chez moi. Alors, vous n'allez pas dire que vous avez été marqué aussi par cette fameuse loi. Qu'est-ce que vous a marqué, vous, cette semaine? Ah ben si, Georges. Cette semaine qui a le plus marqué le Gabon et je pense quand même aussi la communauté internationale, parce qu'on en a parlé quand même dans beaucoup de médias, c'est la dépénalisation de l'homosexualité. La dépénalisation, ok. Alors, moi, je peux vous dire ce qui m'a marqué? Allez-y. Ben, je me rends compte que dans les rues, eh bien, la distanciation physique n'est pas de mise. Et puis, je me rends compte que l'école n'est pas encore ouverte, alors qu'on ouvre un peu partout l'école. Et puis, je me rends compte que les restaurants sont toujours fermés. Bon. Comme quoi le coronavirus. Oui. Alors, Pulchéri, chez vous, à Bassam, il pleut. On en a parlé juste rapidement. Pulchéri? Pulchéri n'est pas en ligne. Bien. Alors, on a concocté, comme je le disais en début d'émission, un beau menu. Et ce menu va commencer par maintenant un débat.
Vous savez que le 19 juin dernier, l'Union européenne, le Parlement de l'Union européenne a voté une loi qui décide que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Et nous pensons que c'est une loi importante parce que, encore une fois, il y en a marre que l'esclavage continue sous ses diverses formes. Et dans le texte qui a été voté, il a été dit « la vie des Noirs, ça compte », n'est-ce pas? Le Parlement européen reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité. Un crime contre l'humanité désigne une violation délibérée et ignominieuse des droits fondamentaux d'un individu ou d'un groupe d'individus, violation inspirée par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux. La notion de crime contre l'humanité est une catégorie complexe de crimes punis au niveau international et national par un ensemble de textes qui regroupent plusieurs incriminations comme le meurtre, l'esclavage, la déportation, l'emprisonnement abusif, la torture, les abus sexuels, la persécution de masse, les disparitions, l'apartheid, le génocide, le crime de guerre et le crime d'agression. Ce vendredi 19 juin, les députés européens ont voté une résolution symbolique pour reconnaître la traite transatlantique comme crime contre l'humanité. Cette résolution, adoptée à une large majorité, est plus globalement une ferme condamnation du racisme et débute ainsi « La vie des Noirs compte ». La résolution est lourde de symboles alors que le monde entier s'interroge sur le racisme après la mort de George Floyd aux États-Unis. Le Parlement européen invite ainsi les institutions et les États membres de l'Union européenne à reconnaître officiellement les injustices du passé et les crimes contre l'humanité commis contre les personnes noires et les personnes de couleur, déclare que la traite des esclaves est un crime contre l'humanité et demande que le 2 décembre soit désigné Journée européenne de commémoration de l'abolition de la traite des esclaves, encourage les États membres à inscrire l'histoire des personnes noires et des personnes de couleur dans leurs programmes scolaires. Déjà le 21 mai 2001, la France avait voté la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité au travers de la loi Taubira, du nom de la députée guyanaise Christiane Taubira, qui était à l'origine de la proposition de loi avant d'en être la rapporteure à l'Assemblée nationale. Younous Omarji, eurodéputé d'origine réunionnaise, n'a pas manqué de relever que l'histoire européenne a toujours oscillé entre la barbarie et la civilisation et que c'est en Europe, malgré la raison, malgré les lumières, que les pires théories de hiérarchisation des races sont nées pour justifier les conquêtes, pour justifier l'esclavage, pour justifier la colonisation et pour justifier l'Holocauste. En tout cas, on peut dire félicitations, bravo au Parlement européen d'avoir décidé que l'esclavage soit qualifié de crime contre l'humanité. Maintenant, ça ne suffit pas. Il faut que tous ces Occidentaux qui ont pratiqué l'esclavage, vous avez entendu la définition de crime contre l'humanité, eh bien, tous les éléments de cette définition eh bien, touchent ce que les Noirs ont vécu. Déportation, abus sexuels, barbarie, etc. On a même envie de dire que ces civilisations qui se disent civilisées, on va parler de cette façon, sont finalement très barbares. Vous avez suivi le sujet présenté par Axel. Eh bien, un député a fini par dire que la civilisation européenne, occidentale, a oscillé entre barbarie et lumière. Maintenant, il faut qu'on mette le doigt là-dessus et il faut que ça s'arrête. Qu'est-ce que vous en pensez, Zita? Bon, moi, je pense qu'il était temps. Il était temps que les Occidentaux reconnaissent que l'esclavage est effectivement un crime contre l'humanité parce que pendant 400 ans, et même si aujourd'hui l'esclavage continue sous d'autres formes, mais je pense que c'est une grande avancée. Mais beaucoup de choses restent à faire, comme vous l'avez dit tantôt en parlant de la récompense. Par exemple, parce que si on a reconnu l'Holocauste qu'ont suivi les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, si on l'a reconnu comme étant crime contre l'humanité, et ces Juifs-là, à la fin de la guerre, ont été récompensés. Je crois que l'Afrique aussi, l'Afrique également mérite
et humblement d'être récompensé, peut-être. D'être dédommagé. Dédommagé, Voilà. peut-être pas de récompense, mais on parlerait de dédommagement plutôt. Il faut qu'il y ait des dommages et intérêts. Il faut qu'il y ait réparation. Voilà, il faut qu'il y ait réparation. Je crois que pour commencer, pourquoi pas par exemple la dette des pays africains? Why not? N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec Zita, Axel? Ok, je suis d'accord que, que cela a été reconnu contre crime contre l'humanité et j'espère qu'à partir de là, les Noirs arrêteront de vivre dans le passé et arrêteront de jouer les victimes éternellement et se demanderont comment faire pour améliorer leurs conditions de vie et arrêter de compter sur les autres. C'est vous qui avez fait le sujet qui a été présenté. À la fin de ce sujet-là, n'oubliez pas qu'il a été dit que la civilisation occidentale européenne a oscillé entre barbarie et lumière. Oui, mais toutes les civilisations ont oscillé entre barbarie et lumière. Et en fait, quand on parle de dédommagement, je me demande lequel, parce que le continent africain, je pense, est celui qui reçoit le plus grand nombre d'aides de tous les pays et de tous les continents en fait. Vous savez qu'un pays ne se développe pas avec l'aide, hein, il se développe avec des ressources. Mais justement, le continent africain a des ressources et il fournit des ressources à plusieurs continents et à plusieurs pays qui sont beaucoup plus avancés. Je pense donc que le problème est ailleurs. Ok, on va aller en Côte d'Ivoire, à Grand Bassam, retrouver Pulchéry. Pulchéry, est-ce qu'on ne va pas s'arrêter là? Moi, j'ai dit qu'il faut qu'on aille jusqu'à la réparation. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, la réparation, ce qui est tout à fait normal. Vous avez parlé tout à l'heure de dédommagement, et à réparer. Donc, la réparation est très importante. Mais comme l'a bien dit Zita tout à l'heure, c'est que les Africains, nous les Africains, même devons nous mettre dans la peau de ceux qui vont reconnaître les faits, c'est-à-dire se mettre au travail. Nous avons assez de gestes pour nous sortir de cet état-là. Donc voilà la fin de l'esclavage, la fin de l'humanité. C'est quand même... Je vous entends assez faiblement, mais qu'est-ce que vous pensez du fait que cette décision, ce vote qui qualifie l'esclavage de crime contre l'humanité, c'est vrai que ce n'est pas nouveau, en France ça avait déjà été décidé, il n'y a pas eu vraiment de célébration en Afrique. Qu'est-ce que vous en dites? Non, il n'y a pas eu de célébration en Afrique. Moi, je pense qu'on va mettre ça sur le compte de la Covid. En ce moment, on est un peu stressé à cause de tout ce qui se passe en ce moment par rapport à cette crise sanitaire. Mais c'est déjà une bonne avancée de voir que les parlements européens se mettent dans la peau. D'accord. Alors, je reviens à vous tout à l'heure. Je reviens à vous tout à l'heure. Permettez-moi de retrouver Marisa. Marisa, moi j'insiste. C'est vrai, tout à l'heure, Axel disait, il faut que la race noire arrête de se victimiser, tout ce qu'on veut, d'accord? Mais je crois qu'on doit aussi appuyer sur le bouton et demander que les Occidentaux arrêtent de jouer les barbares sur la race noire. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai pas envie de pousser à rien, pas du tout, mais il y a des réalités auxquelles il faut faire face. Alors, Jean, je suis d'accord avec Zita qui disait qu'il faut qu'on arrête de se victimiser. Déjà, bon, déjà je salue le fait que cet incident a été décrété comme crime contre l'humanité, l'esclavage. Donc c'est déjà à saluer parce qu'au moins aujourd'hui, bon ça se faisait déjà avant, mais cette loi vient encore asseoir ce qui se faisait, que les Occidentaux reconnaissent que ce que l'Afrique a vécu, c'est un crime contre l'humanité. Mais qu'à cela ne tienne, c'est derrière nous. Aujourd'hui, nous allons vers un avenir et on ne peut pas toujours rester dans le passé. On n'est pas les seuls à avoir subi des atrocités. Mais comme le disait tout à l'heure... N'oubliez pas que le passé a une grande réverbération sur le présent et le futur. On doit regarder d'où on va, améliorer ce qu'on a subi, améliorer nos compétences pour avoir un avenir meilleur. Mais ce qui se passe, c'est qu'on se victimise beaucoup trop. Les Juifs ont subi des atrocités. Les Français eux-mêmes, ils ont été occupés par l'Allemagne, mais ils se sont levés, ils ont travaillé. Si on continue à avoir la main tendue en demandant le respect, on ne l'attend plus la main, mais tout de même, on doit demander que un certain nombre de barbaries s'arrêtent.
Mais bien sûr, mais pour ça, pour que la barbarie s'arrête, il faut qu'on ne le demande pas, il faut qu'on impose le respect. Genre, on aura beau demander aux gens des choses, tant qu'ils ne nous respectent pas, ils n'en feront qu'à leur guise. Ils ne feront donc, que ce qu'ils nous devons imposer le respect. Ce qu'on doit faire, effectivement, par notre manière d'agir, déjà d'arrêter de tendre la main, parce que je ne vois pas pourquoi l'Afrique se retrouve toujours à demander de l'aide à la communauté internationale, alors que si on gère parfaitement bien nos ressources, on peut se débrouiller tout seul. Et même que là, cette aide qui est reçue de la communauté internationale, on ne voit pas ce qui est fait pour la cité, pour les pays, pour le continent. Ça termine dans les poches des dirigeants. Donc, on se demande bien c'est quoi le véritable problème. Je pense que l'Afrique elle-même, elle a une part de responsabilité. Dans les années où il y a eu l'esclavage, je comprends qu'on n'avait pas grand-chose à y voir, mais aujourd'hui, en 2020, je suis désolée, mais si on continue à être considérés comme des personnes pas à la même hauteur que les autres, ou des personnes pour qui on a peu de considération, je pense qu'on a quand même un rôle à jouer. Entendu, Marisa, moi je continue d'insister pour dire que l'Afrique a besoin que tous ces crimes soient réparés. En tout cas, ce qu'on appelle en droit les dommages et intérêts. Je voudrais indiquer à nos téléspectateurs et à nos auditeurs, parce que nous émettons sur les deux canaux, qu'ils ont la possibilité d'intervenir s'ils sont au Gabon, eh bien 074 55 11 02. Et mesdames et messieurs, si vous voulez intervenir à partir d'un pays en dehors du Gabon, vous faites le plus 241 74 55 11 02. Allons à Yaoundé. Le Cameroun a vécu l'une des colonisations les plus sanglantes, n'est-ce pas, du continent africain. Carole. Pardon, je n'ai pas bien suivi la question. Et jusqu'aujourd'hui, on voit encore quelques gouttes de sang qui tombent, parce que ça a été dur, ça a été très répressif, ça a été sanglant, comme je le disais. Oui, Jean, est-ce que vous pouvez reprendre votre question de départ? Je vous entends plus, Carole. Est-ce que vous pouvez reprendre votre question de départ? Ah d'accord, j'étais en train de dire que j'insiste pour qu'il y ait réparation et je relève dans le même temps que le Cameroun a vécu l'une des colonisations les plus sanglantes, les plus dures sur le continent africain. Oui, oui, bien sûr, ça fait passer même au-delà des indépendances, hein, avec le premier parti d'opposition au Cameroun, l'Union des populations du Cameroun, l'UPC. Le Cameroun a été, même si on dit que le Cameroun n'a jamais été colonisé, mais c'était une colonisation par 3 pays différents, les Français, les Allemands et les Anglais. Et à chaque fois, il a fallu que le sang soit versé pour que chaque partie de ces pays-là, la France, l'Allemagne et l'Angleterre, cède l'indépendance au Cameroun. C'était beaucoup plus facile sous la colonisation allemande ou encore anglaise, mais qui avait adopté ce qu'on a appelé administration indirecte, indirect rule. Donc, ils avaient donné un peu d'autonomie, un peu de pouvoir aux autorités locales, aux Camerounais même. Contrairement à la France qui pratiquait l'administration directe, c'était France directement ici. On avait des gouverneurs qui étaient des Français. Donc chaque individu qui essayait de lever la tête pour réclamer une indépendance était, selon les dires des historiens, notamment notre prince Koumando III, un africaniste camerounais. Et ces individus étaient donc soit décapités, soit assassinés par balle. Voilà, donc ça a continué jusque dans les années 40-48, lorsque naissait par éveil de conscience le premier parti d'opposition du Cameroun, l'UPC. L'UPC qui était donc mené par des hommes de poigne, notamment celui qu'on a appelé le père fondateur de l'indépendance, le père de l'indépendance du Cameroun, Ruben Oumniobé, qui était le premier secrétaire
de ce parti-là jusqu'en 1958, 1958, 1960, 1962. Les militants de ce parti ont été assassinés. Vous avez entendu parler du maquis au Cameroun. On a presque parlé d'extermination. Extermination de toute une communauté. Quand vous entendez aujourd'hui parler du problème Bamileke au Cameroun, ça vient de là. Les Bamileke et les Bassa ont été matés comme il se doit, du sang versé, ils ont été déportés. Il y a eu une certaine Shoah, sans exagérer. Il y a eu une certaine Shoah au Cameroun pendant ces années-là. Donc, il est bon, Carole. Il est bon, Carole, de rappeler ces faits parce que les jeunes générations ont besoin de le savoir et c'est important. Je pense que la décision qui a été prise là-bas au Parlement européen est importante, mais les Africains, nous continuons de dire que ce n'est pas suffisant vu l'ampleur des dégâts. Et on n'est pas sûr, Georges, on n'est pas sûr que ça va finir parce que vous savez, voilà. dans un vote, il y a toujours ceux qui sont contre. Et il y a une partie qui vote malgré pour faire formel. Donc, ça veut dire que l'esclavage va continuer dans certains esprits dans les secteurs. Alors, c'est l'occasion pour nous, Carole, de rappeler que tout ce système de colonisation, d'exploitation des ressources africaines a conduit à des systèmes politiques abominables comme l'apartheid qui a sévi dans la partie australe de l'Afrique pendant de longues années. Les dernières indépendances datent de quelques années, n'est-ce pas? J'ai envie de vous interpeller là-dessus, Zita. Oui, l'esclavage vraiment. Ça a conduit à l'apartheid. Oui, ça a conduit à l'apartheid dans toute l'Afrique australe. Je crois que le dernier pays, si je ne me trompe, à être indépendant, c'est la Namibie, si je crois. Namibie, Zimbabwe, Afrique du Sud, Zambie. Tout ça là, et dans ces pays-là, on ressent jusqu'aujourd'hui toujours la présence même du colon. Il y a toujours la présence du colon, parce qu'il y a des pays comme l'Angola où il y a même la majorité de la population, ils n'ont même pas leur nom. Leurs noms africains, c'est toujours des Dos Santos, des ceci, des cela. On sent encore la colonisation portugaise. On ressent encore la colonisation portugaise sur ces peuples-là. Donc, moi, je me dis que c'est vrai. L'Union européenne a reconnu l'esclavage comme crime contre l'humanité, mais c'est pas suffisant parce qu'on ne peut pas réparer plus de 3-4 siècles avec juste juste un vote. Il y a beaucoup à faire et je suis sûre qu'il y a aussi de l'hypocrisie derrière tout ça. Il y a de l'hypocrisie, je me dis, il y a certains aujourd'hui au Parlement européen qui ont voté contre. Il y a même aussi ceux qui ont voté pour, mais parce qu'à cause de l'actualité du moment. Parce qu'ils se disent, bon, il faut qu'on libère ces gens-là, et puis l'esclavage va continuer, le racisme va continuer sous d'autres formes. D'accord. Pulchéry, est-ce qu'on peut dire que la mort de George Floyd est en train de servir l'humanité, j'allais dire, est en train de servir la cause des Noirs? Des Noirs. Oui, moi je dirais bien, je vais répondre affirmativement parce que tout est parti de là. C'est vrai que cette pratique était présente bien avant le meurtre de George Floyd, mais tout a été déclenché à partir de son meurtre. Voilà, donc... Alors, est-ce qu'il faut réclamer... Donc, si aujourd'hui le Parlement européen, si aujourd'hui... Alors, quelle est la stratégie qu'on doit mettre en place pour maintenant recevoir réparation? Parce que si ces nations-là, si l'Europe, si l'Amérique sont des pays développés, des continents développés, eh bien c'est bien parce qu'en arrière-plan, eh bien on a exploité à fond le continent africain. Alors il est tout à fait normal qu'on exige, qu'on demande réparation. Pulchéry? Oui, c'est ce qui est tout à fait normal. Si déjà les parlements européens se sont entendus pour vraiment voter cette loi, je pense que de notre côté aussi, les pays africains, nos dirigeants peuvent se mettre ensemble, pourquoi pas, et puis voir dans quelle optique
réparer tous ces dégâts, tout ce qui a été fait, de méchant, d'abominable. Il faut dire ça, il faut appeler ça par son nom, des crimes. C'est des crimes qui ont été commis et quand vous commettez des crimes, normalement, vous devez être puni, sanctionné et vous devez des fois payer des dommages et intérêts. Axel, elle surtout pour que les Africains se réveillent, la race noire se réveille et se prenne en main. Mais n'empêche qu'on peut continuer de réclamer cette réparation. Axel. Quand vous parlez de réparation, vous parlez de quoi, Georges? Réparation, quand un dommage a été commis, quand un acte criminel a été commis, eh bien, on vous sanctionne et on vous demande de réparer ce que vous avez créé comme pouvez-vous nous donner des exemples de réparation? Allez-y. Je vous demande à vous, pouvez-vous nous donner des exemples de réparation et des exemples de châtiment en fait pour les personnes? Mais par exemple, le peuple juif a subi ce que vous savez pendant la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne, oui. Et la communauté dite internationale a d'abord tout de suite décidé que ce soit un crime contre l'humanité et puis il y a eu réparation. Ils ont obtenu Israël. Ils ont, oui, donc le continent matériel. Matériel. Bien sûr. Ils ont eu de l'argent. Bien sûr. Donc vous voulez que l'Europe... La France a été réparée. La France a bénéficié du plan Marshall après la guerre mondiale. A bénéficié de moyens pour se développer. Ah, ok. Bien sûr, pour réparer tous les dégâts qui avaient été faits, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, l'Allemagne a été coupée en deux, a été divisée en deux, jusqu'en 1990. Ok, et quels dégâts est-ce qu'ils doivent réparer en fait? Il faut réparer. Quand, par exemple, vous circulez, je touche du bois, quelqu'un marche à côté de la route ou bien traverse une route, il y a un véhicule qui le percute, bon, il y a réparation. S'il a subi un dommage physique, il y a réparation. On lui paye quelque chose pour qu'il se soigne et pour qu'il, même s'il ne retrouve pas la totalité de ce qu'il était, eh bien, au moins, on atténue le dommage, n'est-ce pas? En quoi faisant? Pour l'Afrique, en fait, je veux que vous me donniez un exemple concret. Okay. Parce que les personnes, les colons sont décédés, ils sont tous décédés, et les esclaves sont tous décédés aujourd'hui. Donc, on va payer qui, à quoi? On va donner quoi à qui? Est-ce que ce sont des immeubles? Est-ce que c'est de l'argent? Mais de l'argent pour faire quoi avec cet argent? Ben, pour combler le déficit, combler les trous qui ont été faits. Okay, quel déficit, monsieur? Il faut un peu qu'on regarde les choses en face. À l'arrivée des colons, et je pense qu'il y a beaucoup qui ont toujours cette image, ceux qui ne sont pas arrivés en Afrique, ils pensent que les Africains vivent dans les arbres, ils pensent que les Africains se nourrissent de la chasse et de la pêche avec des lances. Donc, encore que c'est pas mauvais. Non, mais si, dans beaucoup de pays africains, s'il n'y avait pas eu l'arrivée des colons, on ne saurait pas ce qu'on appelle une maison en briques, on ne saurait pas ce qu'on appelle une route goudronnée. Alors c'est très bien, Axel. Donc, vous allez nous pousser à faire une émission sur la colonisation. Mais en retour, par exemple... Quelle réparation? En retour de la réparation que nous attendons, par exemple, à la décolonisation de tous ces pays, on a vu que, par exemple, la France avait imposé aux pays africains francophones ce que l'on appelle la dette coloniale en 11 articles. Mais bon, on y reviendra dans une autre émission, certainement. Je voudrais rappeler aux uns et aux autres, à vous qui nous suivez, mesdames et messieurs, à la radio ou à la télévision, que vous avez la possibilité d'intervenir dans cette émission. Je vous rappelle le numéro de téléphone. Si vous êtes au Gabon, vous faites le 074 55 11 02. Et si vous êtes en dehors du Gabon, vous faites le plus 241 74 55 11 02. Je voudrais profiter de ces instants pour rappeler qu'un descendant d'esclaves est devenu l'un des plus grands artistes au plan international, l'un des plus grands du monde. Et il s'en est allé il y a 11 ans environ. Je retourne avec Axel. Michael Jackson, il y a quelques jours, ça faisait 11 ans qu'il était parti. Oui, le 25 juin exactement.
Le 25 juin. Oui. 25 juin. 2009, 25 juin 2020, ça fait 11 ans que, ça fait 11 ans que Michael Jackson est parti. Et nous avons décidé, c'est vrai, c'est un descendant d'esclaves, mais il a réussi, peut-être que sur ce plan-là vous êtes d'accord, il a réussi à force de talent et de travail à devenir la star mondiale jusqu'à aujourd'hui. Michael Jackson, black or white? Reste effectivement l'un des plus grands artistes internationaux parce que même après, longtemps après sa mort, disons 11 ans déjà, il fait toujours autant écho que quand il était vivant. Il influence toujours autant les générations. D'ailleurs, au Gabon, nous, on a un Michael Jackson national. Il s'habille comme Michael Jackson, il entre comme Michael Jackson. Sur scène, il n'y a vraiment pas de différence. C'est pour dire à quel point le monsieur, il continue d'influencer les générations. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Michael Et ouais. Michael Jackson reste le plus grand. Comme vous avez dit, il faut travailler dur. Et lui, c'est une démonstration de talent et de travail. Oui, à sa mort, en fait, Queen Latifah avait dit « Nous sommes des stars », mais Michael Jackson, c'est une superstar, une méga star, pour dire qu'il est la star au-dessus des stars, en fait. Et on peut voir... c'est bien dit, la star au-dessus des stars. Oui, on peut voir son influence dans des artistes comme Beyoncé, Justin Timberlake, Britney Spears, Chris Brown, Usher et toutes les personnes qui copient son style, en fait. Il a vraiment eu un impact mondial. Pulchérie, Michael Jackson, malgré sa disparition, 11 ans après sa disparition, il reste inégalé. Oui, c'est un phénomène, Michael Jackson. Et je vais aller dans la même optique que Axel. C'est une méga star. Il est irremplaçable. Michael Jackson, il continue de régner sur les générations. Et elle a bien dit avec les artistes de ce moment même qui copient toujours. Ok, je vous cacherai pas que... quand on prend Justin Timberlake, quand on prend Chris Brown et tout ça, ils exécutent les pas de Michael Jackson et tout ça. Et je vais prendre un peu l'exemple aussi sur la génération, c'est-à-dire que les enfants de maintenant qui n'ont pas connu Michael Jackson, mais qui vont sur les réseaux sociaux, qui vont sur les comptes pour voir qui est-ce que c'était. Alors les enfants d'aujourd'hui voient ça, ils voient les clips de Michael Jackson et puis voilà, ils sont dans la danse. Michael Jackson, la star inégalée, la star au-dessus des stars. Même avis, Carole, à Yaoundé? Pour moi, Michael Jackson était star, c'est peu dire. Star, c'est peu dire. Michael Jackson était une vie, c'était toute une humanité parce qu'en lui, toutes les races pouvaient se retrouver. En Michael Jackson, tous les opprimés pouvaient se retrouver, les riches pouvaient se retrouver, les pauvres pouvaient se retrouver, les femmes stériles pouvaient se retrouver, les femmes avec enfants. En fait, Michael Jackson était une humanité. Voilà. C'était un exemple, c'est une personne éternelle. Je pense que star, c'est peu trop bling-bling. C'est bien. Une légende, vous sortez des expressions qui, je crois, qui font plaisir. Axel tout à l'heure a dit la star au-dessus des stars, et vous avez dit la star éternelle. Un peu comme Bob Marley, pareil. D'accord avec moi? De par sa vie, il n'a pas vécu comme les autres. Hein. C'est pour cela qu'il est surdimensionné. Il n'a pas, on dit qu'il a vendu autant de disques comme Elvis Presley, comme Bob Marley, mais lui, il était différent. En tant que personne, il était très différent. C'est ce qui fait un peu sa particularité. Il a eu une vie comme on n'en voit pas très souvent pendant des siècles. Donc, merci beaucoup, Carole. Moi, je retiens. Je garde ça. Les expressions que vous nous avez sorties ici. Michael Jackson, la star au-dessus des stars. Michael Jackson, la star éternelle. Et maintenant, nous allons passer à une autre vitesse, retrouver le fil conducteur de notre émission pour donner la parole maintenant à Marie-Paul Redombina qui nous demande de nous asseoir tranquillement avec, si possible, un stylo et un bout de feuille pour noter les éléments culturels qu'elle nous propose dans son zigzag.
La diva du Wassoulou revient pour le bonheur de ses fans avec un nouvel album intitulé Acoustique où Oumou Sangaré, à travers sa musique et accompagné par ses instruments, se laisse emporter par les émotions. Acoustique pour un univers différent que celui que la chanteuse a l'habitude de donner à ses fans, un live autour d'Oumou Sangaré et de ses fidèles choristes Emma Lamadji et Kondi Gira, sans oublier le guitariste virtuose Gimba Kouyaté. Et puis les médias sont des puissants moyens de communication. Seulement certains médias occidentaux, Satel a toujours montré un reflet peu reluisant de la société africaine. Ces derniers n'ont de cesse de peindre une image misérable de l'Afrique. Le dernier rapport de l'Institut national de l'audiovisuel de France le démontre. Bignatitude au sein de cette structure basée à Casablanca, fondée en 2018 par Bilal Hadji alias De Chef. Les musiciens peuvent profiter de son expérience acquise en Suède et aux États-Unis avec Jennifer Lopez, Pitbull, Enrique Iglesias, Akon, Khaled, Lady Gaga, Sean Kingston et bien d'autres. Ce label comprend une filiale de gestion de carrière et de communication, B-Vibe Management. Parmi les artistes produits, des nouveaux talents et des plus confirmés comme Ahmed Shawki. Et puis malgré la pandémie du coronavirus et ses corollaires, la fête de la musique a été célébrée ce 21 juin dans plus de 100 pays à travers le monde. Au Togo, l'Institut français de Lomé a ouvert son Facebook Live à des jeunes talents locaux pour une soirée de showcase explosive et c'est le mythique groupe Toufan qui a ouvert le bal. Au Sénégal était à l'affiche Didier Awadi, Aubrey Daman, Karga Dieng dans le cadre de l'Alchimia Music Festival. Et puis à Abidjan, Côte d'Ivoire, les fans d'ambiance world et de jazz se sont enjaillés dans l'Acoustiqueur Live in the House qui a concocté un programme de 2 jours du 20 au 21 juin avec des créateurs locaux mais également internationaux comme Biaïssa de Côte d'Ivoire, Amos Samba de Centrafrique, Ahmed Mal du Sénégal ou encore Bibi Brown du Ghana. Et puis pour finir, les talents d'Afrique et des Caraïbes peuvent s'inscrire désormais pour tenter de remporter le prix découverte RFI 2020. Initié en 1981, ce prix a contribué à lancer de nombreux artistes et de groupes qui ont depuis conquis un public international, parmi lesquels on peut citer Tiken Jah Fakoly de la Côte d'Ivoire, Amadou et Mariam ainsi que Rokia Traoré du Mali, Didier Awadi du Sénégal ou encore Soul Banks de la Guinée. L'édition 2019 du prix découverte RFI avait été remporté, il faut le rappeler, par la chanteuse pop congolaise Céline Bonza. C'est tout pour ce zigzag culturel. On se dit à la semaine prochaine et surtout, n'oubliez pas, sortez couverts et respectez les gestes barrières pour tenter de limiter la propagation du Covid-19. Tu connais la pizza? Non. Tu connais le shawarma? Non. Tu connais le hamburger? Hey, les filles du village. Ok, alors j'espère que, bon, au village, il y a de filles, il y a de bonnes femmes, il y a de jolies femmes. Donc, mais n'empêche que cette petite-là, elle a dit qu'il y a un certain nombre de petites choses que vous devez connaître, hein, n'est-ce pas? Alors, merci beaucoup à Marie-Paul. Nous continuons de passer les vitesses de notre émission pour nous retrouver maintenant en train de réveiller la mémoire. Je ne sais pas si beaucoup parmi vous l'ont connu. Il est mort il y a 37 ans en ce mois de juin 2020. 37 ans. Je crois que Zita n'était pas né. Je crois aussi qu'Axel n'était pas né. Je suis presque sûr que Marisa n'était pas née. Marisa n'était pas née. Hein? Non, non, Georges. Vous n'étiez pas née, Marisa? Non, Georges, je n'étais pas encore née. Ok. Est-ce que Pulchéry était née? Non, non. Il y a 37 ans. Du tout, je n'étais pas née. Ok. Carole? Carole, étiez-vous née en 1983?
Je suis toujours subversive. Hein. Moi, j'étais née bien avant. Hein. Ok, bien avant. Des années bien avant, bien très loin. Même si vous n'étiez pas né, vous avez certainement entendu parler de ce grand monsieur, l'un des plus grands d'Afrique, de Côte d'Ivoire en tout cas. C'est Ernesto Diégué, nous vous proposons Ziboté. Jusqu'à aujourd'hui, on écoute Ernesto Diégué. Lui, il s'en est allé il y a 37 ans. Oui, Ziboté, un grand morceau avec un grand monsieur qui s'en est allé il y a 37 ans. Mais quand on écoute ça, on voit que l'Afrique a du talent. Donc il faut que les jeunes générations s'en inspirent et il faut que les mémoires restent vives pour que nous magnifions nos artistes et que nous n'infligions pas le sort que nous avons infligé à Mama Ngea, dont nous avons passé un clip en début d'émission. Nous continuons pour célébrer l'Afrique, pour célébrer les hommes qui font l'Afrique. Et vous savez que le président Pierre Nkurunziza s'en est allé lui aussi. Mais avant de s'en aller, il a laissé des traces. Il a laissé des traces surtout dans le secteur de la santé et le secteur de l'éducation au Burundi. Il est célébré depuis hier par ses compatriotes, par ses concitoyens. En tout cas, le Burundi va se souvenir pendant longtemps de ce monsieur. Ce monsieur qui a été vilipendé par les médias occidentaux, mais nous avons décidé aujourd'hui de le saluer avec beaucoup de chaleur et de l'inscrire sur notre tablette de la méritocratie. Pierre Nkurunziza. Pierre Nkurunziza, président du Burundi, est décédé le 8 juin dernier à l'âge de 55 ans, officiellement des suites d'un arrêt cardiaque. Depuis cette date, les hommages fusent de partout, tant de l'intérieur du pays qu'en dehors. Le nouveau président élu, Evariste Ndayishimiye, l'a surnommé le Moïse du Burundi. Les évêques du pays, avec qui le défunt entretenait des relations plutôt tendues, l'ont remercié des nombreux biens qu'il a accomplis et se sont engagés à prier pour lui. Les drapeaux étaient même en berne dans certains pays voisins pour saluer sa mémoire. En dépit d'une crise politique aiguë qu'a connue le Burundi ces dernières années, Pierre Nkurunziza a posé de nombreux actes honorables vis-à-vis de ses concitoyens. Il s'est investi dans les tâches de terrain au plus près des populations qu'il mobilisait avec des réformes visant à répondre à des attentes sociales urgentes. La gratuité des soins de santé pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans a facilité la vie des populations rurales vivant dans les collines. Le secteur éducatif a été réformé avec la mise en place de l'école fondamentale grâce à la scolarisation gratuite, permettant à chaque écolier de quitter l'enseignement primaire avec un niveau lui permettant de s'auto-employer. Au décompte, Pierre Nkurunziza a construit sur fonds propres du Burundi, dont sans appui extérieur, plus de 5000 écoles et 10 stades omnisports. L'on se souvient qu'il a reçu le prix du meilleur leader du développement communautaire lors du sommet Afrique-Japon à Yokohama en 2013. Je crois qu'il mérite d'être salué avec beaucoup de chaleur, d'être applaudi. Il a fait ça sans les moyens, sans des moyens extérieurs, sur fonds propres. Et je crois que ici, ça va chauffer. Eh bien, il mérite d'être salué. Nous proposons à tous nos téléspectateurs et auditeurs de la très bonne musique burundaise. Et vous verrez que c'est l'un des pays où les femmes sont très belles.
Voilà, nous avons rendu hommage de cette façon, en tout cas à notre manière, au président Pierre Nkurunziza, qui a reçu tous les honneurs de son pays hier, pendant des obsèques dignes de son rang. Et maintenant, nous allons aborder la dernière ligne droite de Ça va chauffer d'aujourd'hui. Notre équipe, je vous le disais, est au grand complet, a reçu les renforts d'Abidjan, non, de Grand Bassam, de Côte d'Ivoire. Donc, nous allons donner la parole maintenant à Pulchéry. L'événement, en tout cas, l'événement malheureux qui fait parler la Côte d'Ivoire et qui fait parler l'Afrique, c'est la forte saison des pluies qui provoque des inondations. Pulchéry. Pulchéry? Oui, effectivement, merci Georges. Oui. Donc, en ce moment, la Côte d'Ivoire est frappée par ce malheur à cause des pluies diluviennes qui ne font que ravager ces communes en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qui se passe? On sait que c'est la saison des pluies, n'est-ce pas? C'est la grande saison des pluies en ce moment. C'est la saison des pluies. Et depuis des années déjà, on vit ces malheurs-là. Mais il faut dire que les experts en météorologie ont annoncé que les pluies de cette saison-là, la saison 2020, seraient vraiment aussi graves que celle de l'année dernière. Voilà, donc déjà le 18 juin dernier, ça a été la ville d'Anyama. Anyama, c'est une Anyama, c'est au nord d'Abidjan, qui est à quelques kilomètres d'Abidjan. La voie ferrée coupée. Anyama, c'est pas loin d'Abidjan, donc Anyama a été frappé par un éboulement. Et l'on déplore a conduit à la perte. Combien de morts? Oui, 17 morts. 17 morts au total. C'est-à-dire au fur et à mesure, les corps ont été retrouvés. Un seul, c'est beaucoup, alors 17 morts pour... Alors, qu'est-ce qui se passe, Pulchéry, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce qu'il pleut trop ou bien c'est parce que les installations d'écoulement d'eau ne sont pas suffisantes et ne sont pas solides? Qu'est-ce qui ne va pas? Le changement, oui, c'est vrai qu'il y a cet échange, c'est dû au changement climatique, c'est dû à ce que nous vivons des phénomènes qui sont assez naturels, mais moi je pense que il serait très intéressant de prendre les mesures pour éviter tout ça, pour éviter que tous ces désagréments arrivent à créer tant de maux. Voilà. Donc, on a vu des bâtiments entiers, des bâtiments, des immeubles s'effondrer. Des bâtiments, des immeubles, des écoles, des maisons tout entières ont été saccagées par cette forte pluie-là. Et là, je parlais dernièrement, mais depuis le jeudi 25 juin dernier, on est encore dans la tendance. Actuellement, même il pleut abondamment. Bassam est un peu reculé, Bassam ça va un peu, mais Abidjan, je vous assure que c'est la catastrophe. C'est la catastrophe dans des quartiers comme la Riviera Palmeraie, des quartiers comme la Riviera Bada, et tout ça, même Yopougon a été touché hier, et c'est vraiment pénible. Alors, est-ce que vous avez répondu à ma question? Est-ce que c'est parce qu'il pleut trop, ou bien c'est parce que les canalisations ne sont pas en nombre suffisant et ne sont pas bien faites? Qu'est-ce qui ne va pas? Oui. Ce qui ne va pas, on ne peut pas mettre la faute sur les changements climatiques puisque c'est des phénomènes naturels. Mais je pense que c'est dû aussi à un problème d'assainissement. Les caniveaux, il faut revoir comment est-ce que toutes ces canalisations ont été faites. Et là, tout le monde sur la toile, tout le monde est en train de féliciter l'un des maires de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la commune de Koumassi, qui vraiment Koumassi était auparavant la commune la plus touchée par les saisons pluvieuses. Mais aujourd'hui, ce maire-là s'est levé et a fait tous les travaux qu'il fallait pour que cette commune-là soit assez impeccable. Et aujourd'hui, on ne voit plus de traces d'éboulement. Voilà, donc Abidjan et la Côte d'Ivoire sous les eaux, pluie diluvienne, il peut pleuvoir pendant 2, 3, 4 jours d'affilée et cela provoque des dégâts. Malheureusement, on déplore des morts. Les autres, Georgette, Axel, Zita, avez-vous des questions en direction de Pulchéry? Je pense qu'elle a tout dit. Et le problème là, c'est pas seulement Abidjan. Abidjan n'est pas la seule capitale africaine à subir malheureusement ces inondations. La même chose se passe au Nigeria, la même chose se passe à Brazzaville. C'est malheureusement le problème de l'assainissement des différentes villes africaines. Et je crois qu'il est temps maintenant que nos autorités
que nos autorités prennent conscience que ça ne peut pas continuer comme ça. Ok, je crois que le message est bien perçu. Il faut pouvoir mettre un système de canalisation solide, en tout cas qui puisse tenir face aux pluies diluviennes qui s'abattent sur nos grandes villes. Nous allons retrouver maintenant Carole pour prendre le pouls pour prendre la température de la vie socio-politique dans ce pays. Carole, première chose qu'on a envie de savoir, ce milliardaire Victor Fotso, qui est décédé il y a quelques semaines, qui a prévu 2 milliards de francs CFA à sa progéniture et à ses 25 femmes pour que ses obsèques se déroulent de la meilleure des façons possibles. Est-ce que finalement, il a eu droit à une inhumation digne de son rang? Il a eu droit à une inhumation digne de son rang. Vous savez, c'était un notable, un richissime notable qui a donc été enterré par ses pères notables, selon les rites traditionnels de la communauté bamileke de Banjul, c'est dans la région de l'ouest du pays. Victor Fotso, qui est donc décédé en mars 2020, dont la dépouille est arrivée il y a quelques jours. Il a été enterré pour raison de Covid-19 parce que les 2 milliards finalement n'auront pas servi à grand-chose. Ah oui. Il avait prévu cela bien avant le coronavirus, donc tout cela s'est déroulé dans une stricte intimité familiale. Le problème maintenant, c'était à la lecture du testament, du fameux testament du milliardaire, qui a divisé les familles, divisé les épouses au nombre de 25. 25 épouses, c'est pas facile à mettre ensemble. Hein? Et voilà, et près de 125 enfants. Celui qui a été désigné comme héritier, ce n'est pas celui qui avait été présenté depuis le vivant de Fotso Victor comme son héritier. Ce n'est pas l'aîné dans ces conditions? Ce n'est pas l'aîné. Chez les Bamileke, très souvent, ce n'est pas l'aîné. Ah. Mais là, comme il y avait plusieurs ventres. En Afrique, quand on dit que vous avez plusieurs femmes, on dit que vous avez plusieurs ventres qui portent vos enfants. Donc, il y a donc 25 ventres qui ont porté des enfants de Fotso Victor. Et ces 25 ventres ne se sont pas entendus sur ce testament-là. Il y a des rumeurs de falsification de documents par l'une des filles qui était très proche de son père et qui pensait que le sésame lui reviendrait. Cela n'a pas été le cas. On a choisi un cadet d'un autre ventre. Il s'appelle Fotso Ngapé Damien. Il est étudiant en Occident. Il ne vit pas au Cameroun. Je pense que désormais, il va veiller sur les affaires de son père en retournant premièrement. C'est lui le nouveau chef. C'est lui le nouveau chef, mais il y a un héritier. Il y a héritier. Il y a aussi l'administrateur de biens. Malheureusement, celle qui a été désignée, qui savait qu'elle serait administrateur de biens et qui a été désignée ainsi par le testament, elle pensait qu'elle aurait donc toutes les coudées franches pour gérer l'immense fortune de son père. Mais Fotso Victor, beaucoup le disent, malin renard, lui a donné 2 assistants. Donc, elle ne pourra pas gérer la fortune du vieux toute seule. Elle aura 2 assistants qui auront un œil dans sa gestion. Donc, ce qui met un peu mal à l'aise. La confiance, comme on dit, n'exclut pas le contrôle. La méfiance, voilà. Ah, donc, là, on va dire la méfiance. La méfiance. Ok, voilà. Je crois que, Carole, bon, maintenant, nous sommes rassurés. Le grand Victor Fotso a eu, on va le dire, malgré le coronavirus, des obsèques dignes de son rang. Et comme il faut s'y attendre, eh bien, ça va être difficile, la gestion de l'immense héritage, de l'immense richesse qu'il laisse à ses 25 épouses et à ses 125 enfants. Alors, on va boucler notre émission. On va permettre à chacune des Georgettes d'émettre un vœu, parce que le morceau qui arrive, il est tout sweet, il est tout chic, il est tout frais et il fait du bien. Alors, je reste avec vous, Carole. On va se quitter, mais j'ai envie d'entendre que vous proposez que le morceau qui va boucler cette émission, vous l'offrez à quelqu'un. À qui?
Ok. Ok, alors on nous dit que ça va être compliqué, mais donc maintenant on va proposer que Zita dise son mot de fin. Zita? Moi je dirais rapidement. Merci. Merci à tous nos téléspectateurs et surtout merci à la rédaction de la Belle Radio et Télévision et à tous mes proches. À la semaine prochaine. Bien, Axel? Moi, j'aimerais que l'Afrique aille de l'avant et qu'ensemble, on se décide. Que l'Afrique aille de l'avant et qu'ensemble... Gagne beaucoup d'argent. On a de l'argent, on a des ressources, mais on ne les utilise pas à bon escient. Oui. Il faut se dire la vérité. Okay, les autres, ils viennent prendre et puis ils arrivent à se développer et à faire des choses magnifiques. Nous, on est là, on finance des guerres, on est égoïste, on pense juste à sa famille, on est tribaliste. Et puis, du coup... on ne voit rien du tout. Et les choses n'avancent pas. Ok, voilà. Alors je vais saluer tout le monde, saluer toutes les Georgettes et saluer vous tous qui nous avez suivis avec de la très bonne musique gabonaise. Le morceau s'appelle Ewomba et l'artiste s'appelle Lé. Alors j'ai envie qu'on garde cette musique en fond sonore, elle est tellement belle, très belle, c'est de la très bonne musique gabonaise, c'est signé Lé, hein, L-E, accent aigu, et le titre de ce morceau c'est Ewomba, vous pouvez chercher, vous allez le trouver, vous allez vous faire plaisir, l'écouter à fond pendant cette période de week-end. Et n'oubliez pas, vous devez rester en place, vous devez rester à la maison. Alors nous allons boucler vraiment cette émission en faisant un rapide tour, à commencer par Pulchérie. Pulchérie, merci beaucoup d'avoir rejoint l'équipe des Georgettes. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous écoute. Oui, pas de merci, c'est moi. Oui. C'est moi qui remercie et puis j'exhorte les spectateurs et aussi les auditeurs qui nous suivent sur la radio de surtout respecter les gestes barrières afin de mettre stop à la propagation de la COVID-19. À Bassam, les restaurants sont ouverts. Hein. C'est une ville balnéaire. Oui, les restaurants sont ouverts et à Bassam et à Boaké et à Abidjan, les restaurants sont ouverts. Ok, il fait bon vivre à Bassam. Je crois qu'on va inviter les Georgettes là-bas. Peut-être qu'on va faire une émission spéciale. Bien sûr. On attend tout le monde ici, toute l'équipe au grand complet. Ça me fera plaisir. Ok, merci beaucoup Pulchérie et bon week-end. Marisa est à Ozangué, à Libreville. Merci d'avoir été là. Dédicace, un petit clin d'œil, un mot gentil à quelqu'un? Alors déjà, je remercie les téléspectateurs et les auditeurs de nous suivre et de rester câblés sur les programmes de la Belle TV. Je fais un coucou à ma mère qui est en train de regarder l'émission actuellement et voilà, je demande à tout... Oui. Je demande à tout le monde de respecter les gestes de barrière et je souhaite un bon week-end à chacun. Merci Marisa. Merci. Bon week-end. J'ai oublié quelqu'un? Carole? Carole. Oui. Et comment, Georges? Alors, je ne peux pas vous oublier. On se dit au revoir. Je vous fais un gros bisou. Et je vous souhaite un très bon week-end. Je vous écoute. Une pensée à tous ceux qui ont aimé l'international camerounais Marc-Vivien Foé. Son Remember, c'était hier. Il est décédé le 26 juin 2003 sur le champ de guerre. Les médecins n'avaient pas pu le sauver. Il est mort de suite d'un arrêt cardiaque. Vous connaissez Marc-Vivien Foé, le milieu défensif camerounais. Voilà. Donc, pensez à tous ceux qui l'ont aimé. Merci à tous mes confrères et consoeurs du Cameroun qui ont suivi cette émission. Merci à tous ceux qui croient encore à la Belle Télévision. Bien de choses à vous et bon week-end. Ok. Merci beaucoup encore une fois à vous tous et à vous toutes. Merci d'avoir été là. Toute notre équipe au grand complet vous souhaite un très bon week-end et vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour un autre numéro de Ça va chauffer. Et c'est sûr que ça va chauffer parce que nous allons parler, je vous l'annonce tout de suite, des violences domestiques en période de confinement. Eh bien, ça monte et ça, ce n'est pas intéressant. Bon week-end encore et à très bientôt.